Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'introduction. Commençons par définir ce qu'est la méthode ISMA 360. Il s'agit d'un guide méthodologique permettant de choisir le marché le plus accessible pour une nouveauté, c'est-à-dire une invention, une idée nouvelle, quelle qu'elle soit, comme par exemple un nouveau modèle économique. Nous nous situons dans un contexte d'innovation, à savoir, pour définir ce qu'est une innovation, nous proposons d'adopter le point de vue de Schumpeter, qui considère l'innovation comme le processus d'adoption d'une nouveauté par un marché. Qu'est-ce que cette méthode permet? Principalement, cela réduit le risque d'une hypothèse business erronée. Une hypothèse business consiste à imaginer le client et l'offre que l'on est censé servir. Nous reviendrons tout à l'heure sur le fait que le risque d'erreur est très fréquent chez les entrepreneurs. La plupart des méthodes partent d'une hypothèse business. ISMA 360 est la seule méthode qui ne nécessite pas d'hypothèse business préalable, mais qui, grâce à un processus logique qui conduit à révéler une opportunité atteignable, la matrice que vous avez sous les yeux décrit 4 situations de l'innovateur. La première case en haut à gauche considère que l'on connaît le client ainsi que le produit ou le service que l'on veut vendre, d'où une hypothèse business. Sous-entendu, je sais à qui je m'adresse, je sais ce que je vais vendre. Là, on est dans un processus assez classique d'une entreprise existante qui, bien évidemment, connaît ses clients et ce qu'elle vend. On ne parle pas ici d'innovation telle que nous l'avons définie. La deuxième possibilité, c'est-à-dire le cas en bas à gauche, correspond à une approche agile où cette fois-ci, le client est connu. Par contre, le produit va être créé de façon itérative avec ce dernier. Dans ce cas, nous sommes confrontés à une innovation produit. Le cadran en haut à droite consiste à travailler sur un produit connu pour un marché inconnu. En général, il s'agit d'une posture qui correspond au cas particulier de l'internationalisation d'un produit existant. Les cases décrites précédemment procèdent d'une logique essai-erreur car elles reposent toutes sur le choix d'une hypothèse à valider. Le cadran en bas à droite correspond à la situation d'une invention, d'une idée nouvelle, alors qu'à ce stade, le produit ou le service et même le client sont encore incertains. C'est un cas beaucoup plus fréquent que l'on ne croit. Il suffit de travailler avec les incubateurs pour s'en convaincre. C'est cette incertitude que la méthode vise à faire disparaître. Il faut noter que si vous interrogez des porteurs de projets dans les incubateurs, ils vous diront qu'ils sont très souvent convaincus du produit et du client qu'ils veulent servir. Pourtant, nombreux sont ceux qui se trompent et sont contraints à pivoter. Une étude de l'EPFL, une université européenne, a montré que 73% des startups ont pivoté parce que leur marché initial n'était pas le bon ou le produit ou service n'était pas bon non plus. L'EPFL a pour cela étudié plus de 10 000 startups. Généralement, on part d'une hypothèse business qui consiste à dire « si je développe tel produit pour tel marché, alors je vais pouvoir construire une entreprise rentable ». Le schéma classique est donc je définis une hypothèse business sur un couple produit-marché, je teste et lance des expérimentations, et majoritairement, je pivote vers un autre couple produit-marché quand le succès n'est pas atteint. On peut citer l'exemple d'Airbnb, dont l'hypothèse business de départ était de proposer une solution d'hébergement alternative quand les chambres d'hôtel étaient pleines en période de congrès. C'est l'histoire de deux amis, Brian Chesky et Joe Gebbia, qui fin 2017 décident de profiter d'un congrès à San Francisco pour mettre à disposition leur matelas gonflable et transformer leur chambre inutilisée en bed and breakfast. De cette combine pour arrondir leur fin de mois naît en août 2008 Air Bed and Breakfast, renommé rapidement Airbnb. L'hypothèse business est la suivante. Quand il y a un congrès à San Francisco, il n'y a plus de place dans les hôtels. On va pouvoir louer les chambres des particuliers en chambres d'hôtel temporaires. Ils se sont rendus compte que même si cette hypothèse est vraie, elle ne remplissait pas forcément un marché suffisant. Leur pivot, c'est d'avoir étendu et généralisé le marché en gardant le concept de transformer temporairement une habitation en chambre d'hôtel. Les exemples de ce type ne manquent pas dans le milieu des incubateurs et des startups. Merci Quentin, parce que cet exemple du début de Airbnb montre que finalement l'hypothèse business de départ est souvent invalidée ou corrigée par la réalité. Cela va conduire à pivoter, c'est-à-dire à transformer l'offre et éventuellement imaginer un nouveau client. Le risque associé au pivot, c'est finalement d'augmenter l'investissement, une dépense d'énergie et la mise en péril du projet en cas de manque de ressources.
Une méthode comme ISMA 360 vise à éliminer des risques de pivot de cette nature. Et grâce à la méthode, repérer tous les moyens qui sont donnés pour pouvoir avancer. Sans méthode, en général, ces moyens ne sont pas vus. Il y a un problème à voir ce pivot en positif et à ce que la croyance générale soit « pour réussir le mieux, il faut échouer forcément le plus possible ». Une autre étude montre que sur 650 startups, celles qui ont pivoté le plus lèvent plus d'argent, ont plus de croissance utilisateur, etc. On valorise l'échec et on en vient à un raisonnement absurde où l'on dit « pour réussir au mieux, il faut échouer le plus possible », ce qui est un peu bizarre. Il y a une erreur de raisonnement à valoriser cette erreur de jugement. On a véritablement un problème avec le pivot. À la fois, c'est un phénomène assez fréquent, mais aussi, il est souvent valorisé comme une performance de l'entrepreneur ou une capacité d'adaptation. C'est vrai, mais en même temps, c'est un coût, cela demande de l'énergie. Beaucoup de projets s'arrêtent du fait d'un pivot. Derrière le mot pivot, de quoi parle-t-on? Il y a des pivots qui sont associés à une erreur d'hypothèse, et puis il y a d'autres pivots que la vie amènera à envisager. Je pense que Quentin, tu as un exemple qui peut être intéressant et qui correspond à une autre manière d'aborder le pivot. Oui, c'est l'exemple des chips Stacy's. C'est une grande marque de chips américaine qui est née d'un pivot sans hypothèse business préalable. C'est l'histoire de Marcus et Stacy's qui vendaient des sandwichs à base de pain pita. La situation de départ, c'est qu'ils vendent des sandwichs dans leur camion. Ils en vendent beaucoup. Ça crée de l'attente et donc de l'insatisfaction. Les gens attendent, ne sont pas contents. Ils ont faim. Marcus a une idée pour résoudre ce problème d'attente en reprenant les restes de pain pita. En les mélangeant à de l'eau, il a pu faire des chips pour faire patienter les clients. Et bien lui en a pris puisque ces chips ont beaucoup plu aux clients. Il les adorait et ça a donné naissance à cette marque de chips qui a pris le nom de sa femme, le nom de Stacy, qui est devenu un succès mondial. Là, on voit qu'ils sont dans le réel. Une surprise vient du réel et cette surprise est source d'une nouvelle opportunité business. C'est parce que ces chips plaisaient aux utilisateurs que Marcus et Stacy décident de développer la marque. L'entreprise reste vraiment ancrée dans le réel et n'a pas posé d'hypothèse préalable d'un positionnement marché. Merci Quentin parce que ce cas est particulièrement intéressant. Il révèle que nous avons un problème avec les pivots qui sont basés sur une hypothèse. L'hypothèse conduisant à un essai et une erreur potentielle. Nous avons vu que cela a été le problème pour Airbnb à ses débuts. Et par contre, en ce qui concerne Stacy's, nous sommes dans une situation différente puisque l'entreprise s'aperçoit qu'une opportunité peut naître d'une surprise. Celle-ci ne procède pas d'une hypothèse, elle procède d'un fait. Cela a amené le projet à changer de nature et à donner beaucoup plus d'importance aux chips, alors que, a priori, les chips n'étaient pas perçus comme ayant une telle valeur. On a bien un risque de pivot basé sur une hypothèse et pas sur la surprise inventive. ISMA 360 est la seule méthode aujourd'hui qui ne fait pas d'hypothèse concernant le client et le produit associé à une invention de départ. Ce sont les éléments différenciateurs de cette invention bien réelle qui vont conduire vers des clients potentiels déduits d'une phase qu'on appelle désirabilité. Prenons un exemple imaginaire. Imaginons que je sois passionné de cuisine mexicaine et que mon but est de développer une activité à partir de ma passion. C'est mon élément différenciateur. Je sais qu'il y a beaucoup de Mexicains dans mon quartier. Ce sont des clients potentiels. Je sais aussi que les haricots rouges sont leur plat favori et ça me donne des opportunités possibles. Je peux proposer par exemple à mes voisins de venir goûter un plat issu de ma composition. S'ils apprécient, ils vont peut-être me demander des cours de cuisine. À ce stade, on peut envisager plusieurs formes pour le projet d'entreprise. Une école de cuisine mexicaine, des cours de cuisine en ligne, ou des cours en présentiel que je fais payer à l'heure. Mais on peut aussi imaginer qu'ils aient envie de faire eux-mêmes leur plat cuisiné, mais qu'il manque par exemple des épices. Une opportunité business deviendrait celle d'un site e-commerce pour commander des épices afin qu'ils puissent eux-mêmes cuisiner leurs plats. Ce que je vais faire va vraiment dépendre des réactions que je vais avoir et de l'engagement des personnes. D'abord, est-ce qu'ils vont aimer mes plats? Est-ce qu'ils vont avoir des problèmes particuliers? Est-ce qu'ils vont avoir envie d'apprendre à cuisiner? Est-ce qu'ils savent cuisiner? Ont-ils besoin de mes produits? En fait, je découvre au fur et à mesure les besoins réels que je n'ai pas besoin d'imaginer. Si j'étais dans l'hypothèse d'ouvrir un restaurant, je n'aurais pas été forcément dans le même état d'esprit.
puisque je serai occupé à faire un prévisionnel. Je serai occupé à contacter des gens pour faire des devis de travaux. Je serai occupé à contacter des agents immobiliers pour connaître les prix des emplacements et savoir combien coûte un pas de porte sur un endroit bien placé. J'ai plein d'embûches qui peuvent se présenter, notamment le fait de ne pas avoir mon financement, puisque si mon banquier me dit non et que je n'ai pas d'apport suffisant, eh bien je n'aurai pas mon projet tombe à l'eau. Si je reste sur mon hypothèse business de départ, je refuserai par exemple de donner des cours où ça ne me viendrait même pas à l'idée. Ce cas est très intéressant parce qu'il montre qu'il est possible d'avoir une envie de développer une activité autour de la cuisine sans faire l'hypothèse que ce soit un restaurant. Toute action va être décidée à partir du réel, notamment des engagements des personnes sur mes capacités, sur les moyens dont je dispose. La personne pourra rencontrer un certain nombre de voisins qui vont lui donner des idées qu'elle n'avait pas auparavant. La déconstruction de l'hypothèse d'ouvrir un restaurant permet de revenir dans le réel. ISMA 360, comment ça se présente? On va présenter les 3 phases. On a vu que ça permettait de laisser place à la créativité, mais que l'action serait décidée à partir du réel. La première phase, c'est la phase de caractérisation de l'invention ou de l'innovation, ou de la nouveauté. Le résultat de cette étape, c'est un pitch clair de l'idée de départ pour qu'elle soit mieux compréhensible. La deuxième étape, c'est la désirabilité de l'idée ou de l'invention. Et là, la réponse qu'on va avoir, c'est quelles sont les personnes qui ont un réel besoin de cette nouveauté car ils n'ont pas de solution satisfaisante à ce jour. La troisième étape, c'est l'étape de légitimité de l'invention, dont le résultat va être de répondre à la question « Est-ce que les personnes pour qui l'invention ou l'idée est désirable seraient prêtes à travailler avec moi en fonction de qui ils sont et de qui je suis ?» C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des situations relationnelles qui vont faire que finalement, je ne pourrai pas travailler avec ces personnes. Elles ont besoin de l'invention, mais pour tout un tas de raisons, je ne serai pas en capacité de leur vendre ou elles de me l'acheter. Au final, cette méthode évalue l'accessibilité de mon marché, c'est-à-dire quelles sont les personnes pour lesquelles je serai susceptible de recevoir un engagement formel. On l'a dit à plusieurs moments, cette méthode est basée sur les principes qui sont ceux de l'effectuation. Ce module n'est pas un cours sur l'effectuation, mais une méthodologie d'approche qui intègre les principes de l'effectuation. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'effectuation, il y a la possibilité d'accéder à un lien en commentaire pour que vous puissiez comprendre comment cette mécanique de pensée fonctionne. Vous aurez accès à une suite de vidéos qui expliquent les 3 phases que Quentin vous a présentées. Elles sont décrites de façon plus détaillée puisque ces phases se déclinent en étapes. Des cas réels seront utilisés. L'objectif est de vous permettre de comprendre la posture et de vous approprier les mécanismes pour que vous puissiez la réutiliser. Merci de votre attention pour cette vidéo d'introduction. La prochaine vidéo traitera de la question du contexte d'adoption d'une innovation.